Et salut! Bonjour, bonjour. Bonjour pour ce retour des lives. Ça fait un petit moment, je crois, 2 semaines, qu'on ne s'est pas vu. Mais de retour pour cette semaine, avec un joli projet dont je vais vous parler juste après. Hem, je vais rentrer, dans le vif du sujet dès maintenant. Hop. Alors quelques petits trucs dont je voulais parler, pour commencer. Le premier, hop. Le premier, c'est que, il y a le tirage au sort, ou en tout cas la tombola, on va dire, de Brighton SEO qui est ouverte, depuis aujourd'hui et jusqu'à, vendredi 13h heure de Paris. Donc vous pouvez aller sur Brighton SEO, cliquer sur Enter the Ballot juste ici et puis vous allez avoir, un joli formulaire à remplir. Et vous avez en fait, une vraie chance de gagner, une entrée gratuite pour le prochain Brighton SEO, donc les 14 et 15 septembre prochains. Puisque, en fait, il faut savoir que Brighton SEO offre plusieurs centaines, voire, milliers de places à chaque édition. Donc ça vaut vraiment le coup de s'inscrire parce que, je connais personnellement plusieurs personnes qui ont déjà gagné des places. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance. Je pense que, ce serait dommage de vous en priver et puis, de manquer, une opportunité, on va dire, d'aller rencontrer le monde anglo-saxon du SEO. Voilà pour une première annonce, d'événement. Alors, il y a d'autres événements. Alors je crois qu'il y avait un SEO Camp à La Rochelle aujourd'hui, mais, j'en ai pas trop entendu parler. Donc je sais pas si ça a vraiment eu lieu ou si je me trompe complètement de date. Et il y en a un autre la semaine prochaine, vendredi prochain si je me trompe pas, qui aura lieu à Bayonne, au Pays Basque. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'ai vu qu'il y avait un programme plutôt sympa pour un événement, en région, on va dire. De mon côté, je serai également la semaine suivante à Annecy Web, donc le 1er juin. Là aussi, un événement qui m'a l'air plutôt cool avec une belle programmation. Et puis, bah, c'est toujours une occasion d'aller, un peu, dans cette région de France, que personnellement j'aime bien, même si j'y vais pas très souvent. Voilà, donc là encore, hein, si vous êtes dans le secteur, hésitez pas à venir également. Et puis si vous êtes sur place, bah, ravi de pouvoir, vous saluer et discuter un peu. Donc n'hésitez pas à venir me rencontrer. Hem, je pense également à un autre, événement qui a lieu, de mémoire la semaine prochaine, c'est le Black and White SEO. Alors je crois que c'est complet maintenant, mais s'il reste des places, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors pour ma part, je ne serai pas disponible, la semaine prochaine, ni pour cet événement, ni pour le SEO Camp Bayonne. Mais si ça n'avait pas été le cas, je pense que le choix aurait été difficile. Voilà, donc toujours sympa d'aller dans ce genre d'événement-là. Je j'ai pas trop regardé les plannings, j'avoue que de mon côté, j'ai un mois de juin très chargé, donc j'ai pas trop regardé les plannings pour ce qui aura lieu en juin. Mais je peux terminer sur cette partie événementielle en vous disant que, pour ma part, je serai également présent au SEO Campus les fin juin, 28 et 29 juin, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, là encore, si vous êtes sur place, n'hésitez pas à venir discuter. Heu et puis sans plus attendre, et ben, je vous propose de passer au sujet, du jour. Et le sujet du jour, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Django. Donc Django, c'est un framework Python qui permet de construire des applications, web, on va dire, donc des sites web, grosso modo. C'est utilisable à la fois pour du back et du front, donc vous trouverez des gens qui n'utilisent que l'un, que l'autre ou les 2, on va dire. C'est un framework qui est relativement ancien, mine de rien, puisque alors je sais pas depuis quand il est proposé, mais ça fait quand même vraiment, un bon moment maintenant.
Pour ma part, j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur plusieurs petits projets, internes, on va dire. Et le projet aujourd'hui, alors c'est d'abord, bah, de prendre en main du coup Django. Je pense qu'on va commencer par, le petit, getting started, pour prendre en main Django et je pense qu'il y a des choses qui ont dû changer par rapport à la dernière fois où je m'en suis servi. Donc ça va me permettre personnellement de me remettre un petit peu, au goût du jour. Et puis, par la suite, on va se servir de Django pour se créer une petite suite d'outils SEO. Alors quand je dis outils SEO, ne vous attendez pas à des trucs incroyables, mais l'idée c'est surtout d'avoir des cas concrets, qu'on puisse, mettre en place avec Django pour des petits utilitaires qui peuvent toujours servir, du style, suivre, des redirections ou bien, vérifier, si des adresses IP, appartiennent à Google ou ce genre de choses-là. Voilà, donc pour rien vous cacher, c'est des outils que j'ai fait il y a pas mal de temps puisque, c'était au tout début de mon expérience en tant que freelance. J'avais fait une première version, lorsque j'étais salarié d'une agence et puis, j'ai tout refait lorsque je me suis mis à mon compte. Mais du coup, c'est des outils qui vont avoir 6 ans, si je me trompe pas, cette année. Donc il serait, tout à fait, cohérent de les mettre un petit peu au goût du jour et de les rendre à l'occasion, bah, publique pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Voilà pour ça, donc on va se lancer, tout doucement. Alors j'ai absolument, rien mis en place, mais du coup ça va nous faire, l'occasion de revenir un petit peu aux bases, de voir, qu'est-ce qu'on met en place pour se lancer dans un projet comme ça. Et on va suivre du coup la documentation de Django qui, d'expérience, en tout cas il y a encore quelques années, était plutôt bien foutue. Hem Et puis, on va voir ce qu'on arrive à faire, déjà en quelques minutes. Alors, guide d'installation, on va déjà aller voir ça. Alors, il va nous falloir une base de données, Postgre, MariaDB ou MySQL. OK. Alors, j'étais curieux de voir s'il conseillait peut-être des images Docker ou quelque chose comme ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, écoutez, on va ouvrir un petit terminal. Ah tiens, une petite mise à jour de OMyZSH. On va faire ça rapidement. Ah, on va passer ça. Alors, donc je me crée un répertoire Django dans mon répertoire de travail. On va regarder quelles sont les versions de Python qu'on a à disposition. Alors, on peut installer la version la plus récente, c'est la 3.11.2. Ok. Et on a peut-être déjà une 3.11.2 d'installée, exactement, donc ça c'est parfait. Donc il nous suffit de créer un environnement virtuel. Alors on va pas l'appeler WordPress API, mais plutôt Django. Hop. Et voilà. Donc là, si je fais un petit Python version, j'ai bien Python 3.11.2. C'est parfait. Alors, en termes d'installation, ok, un simple pip install Django, ça devrait suffire. On va essayer de sauter la partie base de données pour l'instant et voir si ça marche quand même. J'en profite pour
upgrade pip. Donc pip, pour rappel, qui est l'utilitaire qui nous permet d'installer rapidement toutes les librairies dont on a besoin, ou en tout cas toutes les librairies publiques. Bon, je pense qu'on est OK sur l'installation. On va peut-être juste faire un petit test. Hop. C'est parfait. Donc tout a l'air OK. Donc le getting started. A priori, c'est ce tutoriel qu'il faut suivre. Bon, on a bien installé Django, donc on n'a pas besoin de revérifier une deuxième fois. Par contre, on va pouvoir créer un premier projet. Hop. C'est bien ça, hein? Ah, my site. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver lorsqu'on utilise ce genre d'outils de framework. C'est des utilitaires qui vont créer un projet vide, on va dire. Là, typiquement, j'ai un répertoire MySite qui a été créé, dans lequel j'ai déjà quelques trucs. Donc voilà, j'ai un premier répertoire avec un fichier manage.py qui va nous servir notamment à lancer le site en local, etc. Et puis ensuite, dans le deuxième répertoire MySite, j'ai là les vrais fichiers, on va dire, qui régissent l'application en elle-même. Ok, donc ça m'a l'air nickel. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir ici. Alors, un peu plus d'explications ici, mais bon, a priori, c'est des choses qui devraient pas trop nous poser de soucis. Et donc, on va pouvoir lancer notre première application. Alors, comment... Voilà, donc notre serveur est démarré. On voit qu'on a des migrations non appliquées. Donc ça, en gros, ça veut dire qu'il y a des mises à jour de bases de données à faire qu'on n'a pas encore appliquées. Bon, rien de bien méchant. Il faudra le faire un jour ou l'autre. Surtout, ce qui est important, c'est ça, en fait. Ce qu'on nous dit là, c'est que notre serveur local, il est accessible sur le port 8000. Donc, je vais me créer une nouvelle fenêtre. Voilà, je vais la mettre de l'autre côté, comme ça, pour passer facilement de l'un à l'autre. Et voilà, donc là, je suis bien en local, sur le port 8000. Je pourrais remplacer le 127.0.0.1 par localhost, par exemple. Et ça devrait fonctionner aussi, voilà. Et donc j'ai la page d'accueil par défaut qui s'affiche parce qu'on a debug égale true dans le fichier de configuration. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, il va nous falloir cette fonctionnalité de debug. Et puis du coup, si je retourne sur le terminal, je peux voir que je vois passer les requêtes qui sont faites à l'application. Et puis également les soucis qu'il peut y avoir là. Par exemple, je vois qu'il y a un fichier de CSS qui est en 404 et le favicon qui est en 404 également. Bon, rien de bien méchant, mais évidemment sur un serveur de production, il faudrait essayer de résoudre ces problèmes-là. Ok, alors on nous dit qu'on peut changer le port sur lequel Django fonctionne. A priori, on n'en a pas besoin de notre côté, mais voilà, peut-être que dans certaines configurations, ça peut vous être utile. Et ça, c'est intéressant. Donc, automatic reloading, ça veut dire que
Lorsqu'on fait des modifications, dans nos fichiers, on n'a pas besoin d'arrêter et de relancer le serveur. Les modifications sont directement prises en compte dès qu'on sauvegarde un fichier. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a, certains, systèmes un peu plus anciens, on va dire, qui ne font pas forcément ce genre de choses, pardon, par défaut, et c'est toujours un petit peu embêtant lorsqu'on code. Alors, le tutoriel, c'est une application de sondage, a priori. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans les détails de comment fonctionne Django. Donc on a créé un premier site, et en fait dans un site, on peut avoir plusieurs applications. Donc ici typiquement, je vais pouvoir toujours utiliser mon fichier manage.py qui est à la racine du site et créer une application. Alors ici une application polls, donc sondage. On va suivre ça et voir ce qui se passe. Je vais pas m'embêter, je vais simplement... Bon, j'ai un souci dans ma config ZSH, je verrai ça offline. Ok, donc là, j'ai dû créer une app polls. Voilà, et alors du coup, on va voir ça en live, mais... Donc j'ai deux applications. J'ai l'application MySite qui est l'application par défaut qui a été créée lorsque j'ai créé le site. Et puis du coup, cette nouvelle application que je viens de créer à l'instant, on peut voir que pour l'instant, j'ai a priori des choses très très similaires. Alors pas tout à fait les mêmes fichiers quand même, puisque je vois que j'ai un fichier admin par exemple qui n'est pas là, etc. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que MySite ici, c'est une application au sein du site. Et c'est celle notamment qui va nous permettre de potentiellement gérer, de manière simple en tout cas, des utilisateurs ou ce genre de choses. Mais on va voir ça, je pense, un peu plus loin dans le tutoriel. Alors, c'est là où ça va se compliquer un petit peu. Donc, on nous propose de créer notre première vue. Donc, c'est là où on va parler de framework MVC pour modèle vue contrôleur. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément parmi les trucs les plus modernes qui existent aujourd'hui, puisque on a des stacks techniques dans d'autres langages, notamment, qui sont parfois un peu différentes du MVC. Mais en gros, ici, l'idée, c'est qu'on va séparer ce qu'on va appeler le modèle, c'est-à-dire la manière dont on définit nos structures de données, notamment, du contrôleur, c'est-à-dire tout ce qui va, grosso modo, manipuler ces données et faire des opérations dessus. Et puis, la vue, c'est-à-dire ce qui va servir à afficher ces infos-là. C'est là où je disais tout à l'heure que Django peut être utilisé parfois en front ou en back, ou les deux. On a pas mal d'exemples, enfin en tout cas j'en ai pas mal en tête, de sites ou d'applications qui ont souvent un back qui utilise Django et qui vont avoir remplacé le front, c'est-à-dire les vues, par une autre application, typiquement, puisque c'est la mode aujourd'hui, un framework JavaScript type React ou ce genre de choses. Et du coup, Django va nous servir plutôt à construire une sorte d'API qui va alimenter ce front dans un autre langage. Alors, donc nous, on va devoir éditer le fichier views.py. C'est là où je regrette de développer en live sur un seul écran et pas sur mes 4 écrans habituels. Mais bon, peu importe. Hop, on va se mettre ça ici. Et alors, qu'est-ce qu'il nous met dans ce fichier ?
Ok, bah on va simplement mettre ça, hein. On se prend pas la tête. Alors, le point suivant est important. En gros, donc là, on a créé une vue, mais en fait, si je retourne sur mon application, on peut voir que j'y ai pas forcément accès. Je peux essayer peut-être d'y accéder directement, mais on voit que ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas expliqué à notre framework comment il devait gérer nos URL. Donc ça, c'est aussi une logique qu'on va retrouver dans plein d'autres frameworks. C'est la logique de route, c'est-à-dire qu'on va devoir déterminer des règles qui sont ni plus ni moins que des règles de réécriture d'URL, par exemple, qui vont nous permettre de gérer les routes vers les différents composants de notre application, et puis éventuellement également des variables dans les URL et ce genre de choses. Donc là, je vais créer un fichier dans pols que je vais appeler urls.py et dans lequel je vais mettre ce contenu-là. Voilà, et donc le contenu, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit donc d'importer un des utilitaires de Django, peu importe. Surtout d'importer les views, donc les vues qui sont présentes dans mon application. Et puis ensuite, pour chaque vue, je vais pouvoir déterminer un pattern d'URL. Alors ici, pour l'instant, on n'a qu'une seule vue, donc ça reste très simple, mais on va voir, je pense, assez vite dans le tutoriel des choses un peu plus complexes. Et puis ce qui va être intéressant également, c'est qu'on va devoir mettre à jour le fichier urls.py de l'autre application, donc l'application principale de notre site. On a vu qu'elle était un petit peu différente de l'application qu'on a créée pour les sondages, mais du coup c'est elle qui va servir à orchestrer bah, l'ensemble des fonctionnalités du site finalement. Je copie ça. Et alors là, la petite différence, c'est qu'on a déjà du code qui est présent. Donc si je compare entre ce qui était présent ici et ce que moi j'ai importé, alors on a le include qui n'était pas présent. Hop, on peut le rajouter. Et puis ensuite, ce qui va surtout compter, c'est rajouter dans les patterns cet include pour les sondages. Donc en gros, ce qu'on dit ici à notre application, c'est ok, tu as ton interface d'administration à laquelle on n'a pas encore touché pour l'instant, mais qui existe. Moi, je veux aussi que tu ailles consulter les URL qui sont définies dans mon application sondage parce que c'est important pour moi. Alors si je reviens sur mon serveur, il a redémarré, ok, pas de souci. Et donc là, voilà, si j'actualise ma page, on peut voir qu'au lieu d'avoir un joli message d'erreur, j'ai bien ma vue qui s'affiche avec mon petit Hello World. Donc c'est parfait. Alors, on nous explique pas mal de choses ici sur les arguments qui sont disponibles. Grosso modo, on va avoir 3 ou 4 trucs importants. Le premier, c'est la route. Donc la route, en fait, c'est le début du pattern qui est ici. Ensuite, on a la vue. Donc la vue, c'est en fait quelle est la vue qu'on souhaite afficher. Donc ici, typiquement pour l'index, bah, c'est assez facile. Et puis ensuite, on va pouvoir avoir à la fois un argument name, donc, qui va nous servir à référencer cette vue dans le reste de l'application si on en a besoin.
Et puis, ensuite ce qu'on voit avec, KWArgs, donc c'est les arguments, qui ont un mot-clé pour les identifier. Donc en fait, ça nous permet tout simplement de passer, n'importe quel argument qu'on le souhaite sous forme clé-valeur. Donc c'est des choses qu'on a déjà pu voir, dans d'autres épisodes pour des sujets qui n'avaient rien à voir. Mais, voilà, c'est un petit peu l'argument passe-partout, on va dire. Je pense qu'on a fait le tour de la partie 1, on va passer à la partie 2. Donc la partie 2, database setup. Voilà, donc le petit, laïus qu'on a ici est assez intéressant et rejoint ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que par défaut Django utilise SQLite, et SQLite alors c'est, pas très évolué, pas très avancé comme modèle de base de données, mais pour des utilisations vraiment très, très basiques comme ce qu'on va faire avec Django, ça suffit largement puisque, on n'a rien besoin d'installer de particulier. Ça fonctionne tout seul et on n'a pas trop besoin de se prendre la tête avec ça. Il me semble que par le passé, ils utilisaient Postgre qui est un petit peu équivalent, mais je me trompe peut-être. En tout cas, on a aussi la possibilité, évidemment, si on souhaite, faire appel à des bases de données plus, évoluées, on va dire, ou plus complexes, de le faire évidemment. Et puis je pense que, étant donné l'historique qu'il y a derrière Django, si vous avez, des, heu, des bases de données, qui n'apparaissent pas dans cette petite liste avec SQLite, Postgre, MySQL ou Oracle, il y a probablement, des moyens de se connecter à peu près à n'importe quoi. Donc il faut pas hésiter à consulter la documentation. Bon, dans notre cas, on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête là-dessus. On va quand même faire un tour dans le, fichier settings pour voir ce qu'on peut mettre à jour ou pas. Ok, donc on a une clé secrète, peu importe. Alors, on verra probablement ça plus tard, mais la liste des hallowed hosts est importante puisque c'est ce qui va vous permettre, si vous mettez le code en ligne sur un hébergement quel qu'il soit, euh, d'autoriser en fait l'accès à votre application à des hosts, donc à des noms de domaine, on va dire, définis. En gros, l'idée c'est que si un utilisateur arrive avec un host qui n'est pas celui que vous aurez défini ici, ou un de ceux que vous aurez défini ici, ça ne va juste pas fonctionner. Donc voilà, c'est pas toujours évident à mettre en place au début, mais on verra que c'est assez simple. Je pense qu'on va devoir mettre à jour cette liste des installed apps. Et puis ensuite, on a pas mal de choses. On n'a pas trop besoin de se préoccuper pour l'instant. On va laisser tout ça par défaut, mais voilà, on pourrait modifier la time zone, le language code. Pas trop besoin de se prendre la tête avec ça pour l'instant, puisque on est en local et on souhaite juste tester un petit peu. Et donc on va pouvoir faire notre première migration. Donc je vais arrêter le serveur. Et donc rappelez-vous, on a 18 migrations qui n'ont pas été appliquées. En fait, c'est les migrations de base pour installer l'application par défaut. Ah tiens, bonjour Écribouille. Je suis très surpris de ta présence ici. Donc les migrations, donc en gros, ça va nous permettre tout simplement de créer la structure de base de données pour notre application de base. Et du coup pour l'interface d'administration également. Je crois qu'on va voir ça juste après.
Ok, donc on va repasser. Je le trouve très bizarrement construit en fait ce tutoriel puisqu'on passe un peu du coq à l'âne. Pourquoi on nous fait parler de base de données maintenant pour revenir à une autre appli après? Bon, bref, peu importe. En tout cas, on va copier ce code et donc on va créer nos premiers modèles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les modèles, c'est ce qui va définir les structures de ce qu'on souhaite créer. Bon, pas besoin d'importer deux fois. Donc on a deux types de données qui vont exister pour l'instant dans notre application. La première, c'est la question. Et puis ensuite, on va avoir des choix. Donc l'idée, évidemment, dans une application de sondage, c'est de faire euh, des, euh, des questions et qui auront plusieurs choix possibles, plusieurs réponses possibles. Et j'imagine qu'ensuite, on va pouvoir peut-être créer différents types de réponses. Donc pas forcément des QCM, mais peut-être aussi des champs libres. Mais on verra ça plus tard dans le tutoriel. En tout cas, pour aller un peu plus dans les détails, donc on a d'abord une question qui va contenir un texte et puis une date de publication. Et puis les choix, donc les choix qui vont faire appel à une clé étrangère question, ça veut dire que chaque réponse va être rattachée directement à une question existante. Et ensuite, elle va contenir un label, donc un texte, et puis un nombre de votes qui va être, j'imagine, incrémenté automatiquement. Alors, un autre truc qui est intéressant ici, c'est le on-delayed cascade. Donc en gros, ça veut dire que si je supprime une question, je vais supprimer les réponses qui sont attachées à cette question. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu obscures pour certains pour l'instant, mais qui vont permettre, lorsqu'on construit une base de données parfois un petit peu complexe, de s'assurer que lorsqu'on a des éléments qui dépendent d'un élément parent, on va dire, il soit bien géré. Hop. Donc on a plein de choses ici qui sont expliquées certainement de manière un petit peu plus précise que ce que je viens de vous dire. Mais ouais, pour nous se concentrer sur la suite, donc on va devoir activer notre application dans le fichier settings et la liste des installed apps. Donc je retourne dans ce fichier settings et je rajoute mon application. Voilà. Et je vais peut-être relancer d'ailleurs mon serveur. Hop là. Vérifier que ça marche. Ok. Ah oui, alors on a une nouvelle migration à faire. Hop. Hop. Voilà, donc là en gros on a généré les instructions de migration pour notre application de sondage. En fait, c'est ce qui va pouvoir générer dans notre base de données les tables qui vont conserver nos questions et nos réponses. Alors par contre, j'imagine qu'il faut... Ah, voilà. Il faut appliquer les migrations. Donc là, il nous montre une autre méthode pour appliquer la migration. Bon, on va tester ça. Hein. Pulse 0, 0, 0. Ok. Et donc là, ce qui s'affiche, c'est ni plus ni moins que les instructions SQL pour créer les deux tables qui nous intéressent, c'est-à-dire la table des questions qu'on a vue ici avec la liste des champs qu'on aura définis,
Alors ce qu'on peut voir dans les détails, c'est qu'en plus de notre texte et de notre date de publication, on a un ID qui a été créé par défaut. Là encore, hein, c'est une bonne pratique et c'est un des avantages d'utiliser un framework comme Django, et il y en a plein d'autres dans plein d'autres langages, c'est qu'il va gérer ce genre de petits détails à notre place. L'exemple des choix est encore plus parlant puisque en plus de l'ID, on a également l'ID de la question qui du coup référence directement un ID qui est dans notre table Paul's Questions. On va appliquer la migration. Hop. Et voilà. Pas de souci. Et alors... ok, on nous propose maintenant de tester la partie API de notre application. Donc en gros, il y a plusieurs manières d'accéder, on va dire, à toutes les données de Django. Par le site web, évidemment, si on a construit les vues qui vont bien. Par l'interface d'administration, dont je suis étonné qu'on nous ait toujours pas parlé dans ce tutoriel. Et puis directement via le shell, on va dire. Donc en gros, on peut localement accéder en Python à n'importe quelle partie de notre application. Alors, hop. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que c'était ça? Oui, c'est bien ça. Voilà, donc là, je lui ai demandé tous les objets de type question et il me renvoie un élément vide puisque on n'en a pas créé, évidemment. Et donc, on va s'amuser à en créer une manuellement. Bon, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais recopier leur code. Voilà, donc je vais créer un objet question qui aura comme texte What's new et comme date de publication maintenant. Hop. Je sauvegarde. Et du coup, je peux vérifier que c'est bien sauvegardé en regardant l'ID qui est du coup l'ID numéro 1. Et donc là, si je reprends ma query de tout à l'heure, je peux voir que maintenant j'ai des questions qui apparaissent. Ou en tout cas, j'en ai une qui apparaît. Donc qui a bien été sauvegardée. Et je peux voir ici dans l'exemple, alors on va peut-être pas le faire, mais je peux voir que je peux mettre à jour ma question et modifier le texte par exemple. Très bien. Alors on va éditer nos modèles maintenant pour définir un dunder str. Alors là on va rentrer dans des choses qu'on a, je crois, pas encore abordées, mais c'est pas grave. Donc dans nos modèles, on a deux classes qui sont définies. On a défini les champs qui appartiennent à cette classe, mais on peut aussi définir des fonctions pour chacun des modèles. Et donc là, on va... Hop, je regarde juste. Okay. Choice text qu'ils mettent ici.
Là, on va définir une fonction standard, on va dire, pour toutes les classes hein, qu'on est en mesure de créer. La fonction dunder_str. Donc dunder, c'est en fait toutes les fonctions qui commencent et qui se terminent par deux underscores. Donc vous allez avoir des dunder init par exemple, des dunder plein de choses. On en verra, je pense, d'autres. Et donc le dunder_str, en fait, c'est cette fonction qui définit la manière dont on affiche un objet lorsqu'on fait print une instance de cet objet-là. Donc là, concrètement, si je relance mon shell, hop, je vais relancer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, donc là je peux voir que tout à l'heure j'avais simplement l'objet avec son ID qui apparaissait. Maintenant j'ai bien le texte de ma question qui apparaît, donc c'est plus sympa. Et tant mieux. Ah, et un autre bon exemple. On va créer une fonction custom, on va dire, qui va nous indiquer si notre fonction a été créée récemment. Alors par contre pour ça, je pense qu'il va falloir que j'importe ça, oui. Hop. Et il y avait un autre import ici, datetime. Ok. Donc en gros, cette fonction was published recently va simplement nous indiquer vrai ou faux si la fonction a une date de publication qui est de moins d'une journée. Donc on compare la date à l'instant T avec la même date mais il y a un jour. Et on regarde si c'est récent ou pas. Ok, bon, on nous montre quelques autres opérations qu'on peut faire dans le shell. Donc, par exemple, filtrer sur différents éléments comme l'ID, est-ce que la question commence par what, par exemple, etc. etc. On pourrait également récupérer tous les objets dont la date de publication est dans cette année. Et là, ce que vous pouvez voir qui est assez intéressant, c'est que en fait, on peut un peu étendre certains champs de notre modèle, puisque là, on a le texte de la question, underscore start with. Donc, j'ai pas besoin de traiter ça autrement, de le récupérer par exemple, et puis de le retraiter dans une lambda ou ce genre de choses. Je peux le faire directement dans ma requête. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je cherche à accéder à une question qui n'existe pas encore? Je vais avoir une erreur, évidemment. Et là, ça va être un peu plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque on crée des réponses à nos questions? Je pense qu'on va quand même s'amuser à faire ça parce que ça risque de nous être utile pour la suite. Donc là, j'ai récupéré la question qu'on a créée. On va voir que elle n'a pour l'instant pas de choix associé. On va créer un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. Oh là là. Alors ça, c'est juste pour nous montrer qu'on peut
accéder aux questions dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, si je relance ma query de tout à l'heure, je peux récupérer tous les choix qu'on vient de créer. Ok, parfait. Et évidemment, les filtres qu'on a vus tout à l'heure, on peut les appliquer ici. Je vais simplement faire cette dernière commande histoire d'être au même stade que les autres. Et voilà, parfait. Bon, donc on a réussi à manipuler nos objets en ligne de commande, c'est bien sympa, mais on va voir que on peut faire vachement mieux et vachement plus sympa avec l'interface d'administration qui est oh là là. Donc l'interface d'administration qui est créée par défaut et qui est accessible de manière assez incroyable sur localhost/admin. Hop, voilà. Bon, il va falloir que... Ok. Et donc là, je peux voir que j'accède à une interface d'administration basique, hein, dans laquelle j'ai des groupes et des utilisateurs. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul utilisateur. Et donc, je vais pouvoir administrer déjà mes utilisateurs de cette manière-là. Mais je pense que ce qui va nous intéresser dans le tutoriel... bon, tout ça, on l'a déjà fait. C'est surtout, voilà, de rendre notre application de sondage administrable dans cette interface d'administration. Donc pour ça, on va éditer ce fichier admin et simplement importer nos modèles et enregistrer, donc rendre accessible dans l'admin les modèles qui nous intéressent. Donc là, si j'actualise, je peux voir que j'ai une nouvelle application qui est apparue et je peux du coup voir la liste de mes questions, peut-être créer une nouvelle question également. Et voilà. Alors je vais peut-être un petit peu vite par rapport au tuto, mais peu importe. Ok, donc c'est assez basique, mais en gros, ce qu'on peut faire, c'est simplement ajouter et supprimer des questions, mais pas encore les choix qui se rapportent à ces questions. On va quand même vérifier. Si j'édite celle-ci, par exemple, on peut voir que j'ai pas les choix multiples. J'imagine que c'est la prochaine étape du tutoriel, donc on va essayer rapidement de faire celle-ci pour finir pour aujourd'hui. Et donc on nous parle des différents types de vues. Ok. Ok, on va créer du coup 3 nouvelles vues.
Hop, je vais sauter une ligne. Donc on crée 3 nouvelles vues dans notre application de sondage. La première, c'est les details pour, j'imagine, afficher les détails d'une question. Les résultats pour afficher les résultats. Et puis une vue vote pour voter dans la question. Donc on peut voir que pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est simplement afficher pour garder la question avec l'ID de la question. Donc on va même pas afficher le titre, par exemple. On est vraiment sur des trucs très très basiques. L'idée, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir ensuite faire des choses un peu plus évoluées. On va devoir mettre à jour nos routes avec ces nouvelles vues, du coup. Donc j'avais... Hop, je pense que comme ça c'est bon. Hein. J'avais déjà ma vue index qui n'a pas changé. Je vais créer donc une route pour les détails qui va du coup être polls / l'ID de la question. Si je rajoute un / results, je vais avoir les résultats et un / vote, je vais avoir les votes. Voilà, donc rien de bien méchant pour l'instant. Et du coup, si on teste ça, alors est-ce que j'ai bien sauvegardé? Oui. Si on teste ça, hop, voilà, ça marche bien, on m'affiche bien l'ID de ma question. Pour l'instant, pas très interactif parce qu'il va falloir maintenant que je crée des fonctionnalités dans ces vues pour, par exemple, afficher une question et les différents choix associés, afficher un bouton pour voter, etc., etc. C'est exactement ce qu'on nous dit ici. Créons des vues qui font réellement quelque chose. Hop, alors on va faire un petit update sur notre vue index déjà. J'aime bien à chaque fois comparer le avant-après. Donc on avait un simple return avec un texte. Et en fait on va remplacer ça par quelque chose d'un petit peu plus construit. Donc déjà il va falloir que j'importe le modèle question parce que sinon ça va pas marcher. Hop, voilà. Donc je vais récupérer la liste des 5 questions les plus récentes. Et puis je retourne du coup la liste de ces questions là. Donc ici, si je retourne ici, hop, j'ai simplement what's new. Ah, tiens, on va en créer une deuxième histoire de... Hop. Voilà, et donc je peux voir que c'est créé par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire que la question la plus récente apparaît en premier. Bon, rien de bien méchant pour l'instant. Et donc on va maintenant pouvoir créer des templates pour afficher ça de manière un petit peu plus sympa. Donc on va se créer dans polls templates avec un S, ouais. Un répertoire template.
Et donc, on crée un fichier HTML pour notre vue d'index. Et c'est pas vraiment du HTML, alors je vais éviter de dire des bêtises et regarder ce qu'ils nous disent. Mais Django utilise un langage de templating. Alors, il se donne pas le nom ici. Et du coup, j'ai peur de dire une connerie parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que c'est pas du simple HTML. C'est du HTML avec des variables et avec la possibilité de créer des listes, par exemple. Donc ici, typiquement, on va tester la présence de notre liste de questions. S'il y a une liste, on va exécuter ce qu'il y a ici. Sinon, on peut afficher qu'il n'y a pas de sondage disponible. Et puis du coup, ce qu'il y a ici, c'est tout simplement une liste en HTML avec un item par question et un lien vers la page de détail de la question en question. Et donc là, si je... Pourquoi ça marche pas? Ah oui, ok. Hop, en fait, par contre, il faut modifier un peu la manière de construire les vues dans ces cas-là. Donc, on a toujours notre HTTP response. On a un loader ici. Et ensuite, ce qui change, c'est que on charge notre template. Et au lieu de lui faire un output, on lui donne un contexte qui va contenir en fait les différentes variables qu'on va chercher à utiliser dans notre template. Et puis ensuite, au lieu de renvoyer du coup une variable directement, on va renvoyer un template. Hop. Voilà. Donc en gros, si je résume, je récupère ici, hop, la liste de mes questions en récupérant les 5 plus récentes. Je vais charger mon template HTML que je viens de définir. Je vais définir du coup mon contexte, c'est-à-dire les variables que je souhaite utiliser dans mon template. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Et je renvoie en réponse HTTP cet objet template en lui donnant le contexte en fait de la requête de l'utilisateur. Et donc là, si je retourne sur l'application, voilà, j'ai bien ce qui se passe, c'est-à-dire ma liste en HTML avec à chaque fois un lien vers les détails de la fonction. Donc c'est bien ce qu'on voulait faire. On va finir rapidement avec cette étape-là du tuto et puis on essaiera de faire des choses un peu plus évoluées la prochaine fois. Voilà, donc il y a un autre moyen d'utiliser les templates qui est d'utiliser la fonction render. Donc je vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros ça fonctionne un petit peu de la même manière, sauf qu'au lieu de générer directement le template dans la vue, en fait, on envoie des choses de manière un peu plus allégée, on va dire. Mais concrètement, c'est exactement la même chose. Au lieu d'aller, on gagne simplement une étape. Mais comme vous pouvez le voir, on va quand même indiquer le template qu'on utilise, envoyer la requête et le contexte. Donc c'est exactement la même chose. D'expérience, et alors là encore, mon expérience avec Django est pas toute récente, donc on va voir ce que ça donne ensemble dans les prochaines semaines. D'expérience, en fait, ça va dépendre des cas, mais lorsqu'on a des contextes à définir qui sont un peu complexes,
c'est mieux de ne pas passer par le shortcut render. Et puis alors ça, c'est intéressant également, penser à gérer, les erreurs. Donc ici, typiquement, qu'est-ce qui se passe si, je souhaite accéder aux détails d'une question qui, n'existe pas? Et bien, en fait, je peux renvoyer une erreur 404. Donc hop, je vais, là encore, rajouter ce code-là. Hop, et on va pouvoir comparer. Donc déjà, dans les imports, je peux rajouter HTTP 404. Le reste, je l'ai déjà. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Et alors du coup, details, qu'est-ce qui change ici? C'est que au lieu de renvoyer simplement cette chaîne de caractères ici avec la variable qui est l'id de la question, et ben je vais d'abord vérifier si ma question elle existe bien dans ma base de données. Et si la question n'existe pas, je vais afficher que la question n'existe pas. Et sinon, je vais pouvoir rendre ma question, c'est-à-dire l'afficher correctement. Hop. Alors par contre, j'imagine que pour ça, bah voilà, il va falloir qu'on crée un nouveau template detail pour afficher notre question. Odd. C'est detail ou details? J'ai un doute. Detail. Voilà. Rien de bien méchant. Et du coup, là, ce qui va avoir changé, c'est que au lieu d'afficher simplement l'ID de la question, maintenant j'affiche le texte de la question, ce qui est un peu plus sympa. Et là encore, on a un shortcut qui est un peu plus utile, on va dire, que le simple render. Le getObject for force qui nous évite d'avoir la structure en try except. Donc ça, pour le coup, ça me paraît assez sympa. Donc on va l'importer également. Voilà, donc ça fait ni plus ni moins que la même chose que ce qu'on a fait auparavant, simplement c'est un raccourci. Alors, le raccourci, il est intéressant. Par contre, si vous avez des stratégies un peu compliquées, je pense notamment à des sites type e-commerce ou ce genre de choses, où vous pouvez avoir autre chose que des statuts 200 ou 404, pour des produits supprimés, pour des choses temporaires, etc. Là, vous allez avoir besoin de gérer votre structure de réponse de la première manière, donc avec des try except la plupart du temps en tout cas. On va se quitter avec cette dernière étape pour le template. Hop, voilà, donc c'est simplement un petit peu de mise en forme. On affiche le titre de la question et puis les choix qui lui sont associés. Hop. Ah oui, alors vu que sur la question 2, j'ai pas de choix, ça ne marche pas, mais ici, voilà, je vais avoir les deux choix qui sont associés à ma question. Voilà, donc on a suivi le tuto. On va s'arrêter là. Alors, je vois qu'il y a encore quelques étapes dans cette étape numéro 3, 2, pardon, 3, qu'on verra peut-être la prochaine fois. On va surtout essayer de passer assez vite à une vraie application SEO, peut-être avec quelque chose d'assez basique, mais en tout cas quelque chose qui soit un peu plus parlant et utile pour nous. En tout cas, c'est quand même intéressant d'avoir ces quelques petites notions de base de comment fonctionne un framework comme Django, même si on en verra d'autres. Mais je pense que là, on a eu
un bon aperçu entre, qu'est-ce qu'on définit dans un modèle, qu'est-ce qu'on définit dans les vues. On n'a pas trop parlé de contrôleur pour le coup, mais on verra peut-être ça un peu plus tard et puis, on a également parlé un petit peu de templating. Hem, Faudra que je retrouve, je l'ai sur le bout de la langue, mais il faudra que je retrouve le nom du langage de templating qui est utilisé par Django, peu importe. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que le projet de, se créer une petite suite d'outils, vous intéresse également. Si vous avez des idées d'ailleurs de petits outils à intégrer à cette suite, bah, hésitez pas à me les soumettre. Et puis sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite, une, une bonne fin, d'après-midi, un bon début de soirée et puis, je vous dis du coup à très bientôt. Alors je crois qu'il y aura pas de live, mercredi prochain, mais, je le décalerai probablement à un autre jour dans la semaine. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça, sur Twitter pour ceux qui me suivent et puis pour ceux qui ne me suivent pas, bah, il est toujours temps de vous y mettre et voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt. Bonne journée à tous.